زولا نشوف في سوين نزار مازال نزار نغالطا رغورون دوك واحد الشو السيناد المسلاي غا في الساقيت كمورتنا الفرنسا ديك غاميس المسلاي غا في تونيت نتاعليس ديك كمورتنا القبائل أربعة مسؤولتين قلت وانا غانا ساكينيا ذي ثمات مقلاع صور كرا قمنا نتني وثن صرصاص ولا ذي معافقة أو سوق الاثنين خدمنا ساقيون وسلاي يمي غوكران يوم بركاز بقصنا الأربعة عدل رساقي وديفان راد المسلاي دوك حريشة منزو غاف فرانين 10 ماكو إديتستون هاد المسلاي الساقي مس فتح بندالي يزول فلاش يساد سكفرن الجيل الجديد يذنا محمد بكير خدشني هنا وكنا في سقسي ذي زولا محمد زولا Alors, une première question, à quelques jours maintenant du premier tour. On a l'impression que ces élections ne prennent pas, que ce soit ici en France ou en Algérie. Vous ne craignez pas que les gens ne participent pas, n'aillent pas voter? Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, quand vous allez sur le terrain? Écoutez, je partage cet avis-là et je dirais que le constat que je fais au quotidien depuis le lancement de la campagne à ce jour, jusqu'à il y a quelques heures avant de vous rejoindre, je ferai un constat en quelque sorte statistique. Parmi les personnes qu'on rencontre sur le terrain, il y a une personne sur trois qui n'est pas au courant des élections, de la tenue des élections dans une semaine. Donc une ignorance parfaite et sincère, c'est même pas un semblant. Donc une personne sur trois n'est pas au courant des élections. La deuxième personne sur les trois n'y croit pas. Elle a été au courant ou elle sait qu'il y a la tenue des législatives dans pas longtemps, mais n'y croit pas quant aux résultats, quant à la portée et aux conséquences de ces échéances. Et la troisième personne, parmi les trois, donc 30% à peu près, a envie d'aller voter, mais se décidera au dernier moment au vu des programmes peut-être ou au vu de sa motivation le jour J. Donc, pour vous dire que l'environnement n'est pas très favorable. Comment vous expliquez qu'on ait mis les élections le 10 mai, en sachant qu'en France, il y avait les élections présidentielles et que c'était presque pas possible de voter le week-end, ce qui fait que les gens, déjà peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller voter, en plus on leur demande d'aller voter le jour de la semaine. À mon avis, la date des élections qui a été décidée pour le 10 mai il y a quelques mois, il y a deux ou 3 mois, n'a pas du tout tenu compte des élections présidentielles en France et pour le pouvoir en place. Là, c'est quelque part une non prise en compte et un non-respect des citoyens qui sont établis à l'étranger, notamment en France, par le fait que cette date-là, les élections présidentielles françaises sont connues depuis très longtemps, mais on considère peut-être que la communauté à l'étranger n'a pas suffisamment de poids par rapport aux enjeux au niveau national. Je vous pose cette question pour que les téléspectateurs ne comprennent, parce que vous êtes candidat de l'immigration ici Absolument. En France, candidat de la zone 1 France. Avant de revenir à mon ami Mohamed, lui qui a lu le programme, juste une autre question. On a entendu beaucoup de partis, ils ont signé une pétition, ils ont même voulu faire un rassemblement devant l'ambassade parce qu'ils disent qu'il y a eu un début de fraude. Aujourd'hui, vous êtes rassuré, vous êtes toujours inquiet par rapport aux résultats? Écoutez, deux choses. La première, c'est qu'on s'est engagé vis-à-vis de la communauté algérienne à l'étranger et vis-à-vis de nos sympathisants et de notre parti d'aller jusqu'au bout de ces échéances électorales. Ceci dit, il y a des faisceaux et des constats qui nous font dire que le scrutin n'est pas totalement et complètement transparent, complètement ouvert, dans le sens où on a commencé déjà à voir ce que vous signalez, c'est que certains vieux réflexes, notamment des partis qui ont été au pouvoir dans le passé, ont été tout de suite remis à l'ordre du jour. Une campagne qui a commencé avant l'heure pour certains, sans scrupule, sans le moindre respect des dates officielles, si bien que des affiches et des prospectus ont été distribués quelques jours avant le lancement, c'est-à-dire le 15 avril. Et malgré ça, donc, vous préférez aller quand même jusqu'au bout? On va aller jusqu'au bout pour mettre chacun devant ses responsabilités. Ça n'empêche pas qu'un certain nombre de partis ont signé cette pétition et on a manifesté notre mécontentement et notre position auprès de la commission administrative
qui est présidé par M. le Consul général à Paris, qui était présent lors de ce constat-là. Il y avait également à cette réunion la commission de supervision des élections et son président qui était présent. Donc je prends que chacun a pris note et on espère que les mesures seront prises. Mohamed, voilà. Est-ce que vous auriez quelques questions? Mais là, c'est j'aimerais commencer par une question d'ordre général. C'est que ces élections ont été comparées au 1er novembre. Vous pensez quoi de cette comparaison? Alors, si la comparaison est faite dans un sens symbolique de l'avènement du 1er novembre il y a quelques dizaines d'années et aujourd'hui, je dirais oui, parce que au sein de Jil Jadid, comme son nom l'indique, c'est un parti nouveau qui veut s'inscrire résolument dans une opposition par rapport à un dispositif et à un système politique qui règne depuis 50 ans dans le pays, et on dit Barakat, il faudrait tourner la page et regarder vers l'avenir avec une nouvelle méthode politique, avec un nouveau dispositif où tous les Algériens se reconnaissent, avec une légitimité et une confiance entre les gouvernants et les citoyens algériens. Donc on n'est pas dans la configuration d'une élection, d'un renouvellement de mandature? On n'espère pas. D'accord, c'est l'espoir que vous avez. Votre parti... Ou du moins une amorce d'un changement. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer en pensant que le 11 mai, tout sera beau, tout sera refait à neuf, loin s'en faut. Comme je disais tout à l'heure, les vieux réflexes seront toujours là, les vieilles habitudes n'ont encore une présence. Mais ce qu'on souhaite, c'est déjà amorcer ce clivage et être présent pour une alternative qui s'inscrit dans la durée, parce que Jil Jadid n'est pas un parti opportuniste ni qui cherche l'élection du 10 mai, mais on donne rendez-vous à nos citoyens sur la durée. Donc l'ambition est grande. Faudra-t-il pour autant fixer le seuil de validation au niveau de la participation? Quel est le seuil qui, à votre sens, peut valider cette ambition? Écoutez, le seuil de participation, j'entends. Oui, tout à fait, j'ai compris. Quand j'entends et quand on constate que les responsables de l'État, en l'occurrence au niveau de l'ambassade et des consulats, nous dire que les scrutins précédents avaient un taux de participation autour de 30%, selon les années, selon les scrutins, etc. Et que la mobilisation n'est pas au rendez-vous pour ce scrutin, on ne peut que craindre le taux de participation qui ne peut être que plus bas que le seuil des précédentes. Et c'est clair que c'est un indicateur important vis-à-vis de nous en tant que parti politique, mais aussi vis-à-vis de ce gouvernement qui a organisé ces élections. Et ça sera une leçon à tirer. Et quid des résultats qui vont sortir d'un scrutin où le taux de participation va avoisiner les 10, 15 ou même pas 20%. Non, mais si une assemblée légitime, surtout si elle passe le 1er novembre. De la durée, si on arrive à 20%, 25% en Algérie et un peu moins peut-être dans l'immigration. On en tirera les conséquences, on se prononcera le jour où on aura les résultats, nonobstant toutes les réserves qu'on peut y mettre par rapport à la transparence, par rapport à la crédibilité des résultats. Alors j'ai vu que vous avez quand même fait un programme, on a reçu votre programme, peut-être qu'on va en parler de quelques points. Aujourd'hui, comment le Jil Jadid pourrait amener tous les universitaires, tous les chercheurs, les médecins notamment, et autres qui sont en Europe et en France, vous pensez que l'Algérie ne profite pas assez d'eux aujourd'hui? Comment vous allez faire, vous, si demain vous êtes à l'Assemblée, comment vous allez faire pour amener ces Algériens, ces binationaux, à du moins aider s'ils ne veulent pas retourner à travailler là-bas? Tout à fait, c'est un point fondamental que vous soulignez, qui a été pris en charge dans notre programme. Par la même occasion, le programme de Jil Jadid pour la communauté à l'étranger s'articule autour de 4 volets principaux. On va y revenir si vous le souhaitez un peu plus tard. Et notamment ce point crucial, il y a 10 points sur l'articulation de la recherche, de la culture et de la science envers les éminences grises et les chercheurs et les scientifiques qui sont établis à l'étranger. Alors, globalement, notre point de vue, c'est que l'Algérie a formé des cadres dans le passé, a formé des jeunes qui sont partis pour diverses raisons,
soit pendant les années difficiles qu'on avait traversées, soit pour des raisons personnelles, etc. Et ont trouvé un épanouissement professionnel et occupent des places très enviées au niveau des centres de recherche, au niveau des universités, au niveau des hôpitaux, etc. On en connaît des dizaines, voire des centaines. Notre proposition pour cette frange de la société algérienne, cadre et compétences, c'est de leur offrir un lien, soit à travers des jumelages entre laboratoires de recherche, soit à travers des collaborations et de coopérations entre universités algériennes et universités où exercent ces cadres-là. Pour les médecins, par exemple, on peut aussi envisager des séjours où ils peuvent pratiquer, où ils peuvent apporter leur savoir-faire auprès de l'Algérie. On en rencontre tous les jours des médecins, des spécialistes, etc., qui nous disent comment peut-on pour rendre à l'Algérie ce qu'elle nous a donné dans le passé. Et l'un des moyens, c'est ce que je vous ai cité. Mohamed. Moi, j'ai lu les différents volets des 40 propositions. J'ai un point de vue contrasté sur le programme c'est votre droit. qui est proposé. C'est vrai qu'il y a de nombreuses préoccupations qui sont abordées, mais il me semble qu'il y a à la fois des ambiguïtés et de l'imprécision dans les réponses qui sont apportées, au moins dans le fait de situer le niveau de réponse. Est-ce qu'ils sont étatiques, est-ce qu'ils sont diplomatiques, ou est-ce qu'ils sont citoyens, c'est-à-dire qu'ils relèvent de la communauté en elle-même, ce qui fait un petit peu l'ambiguïté des réponses. Surtout qu'il me semble que les réponses sont un petit peu empreintes d'un esprit nationaliste très prononcé. Et cela aboutit à deux travers, à mon sens. Le premier travers, c'est une approche un petit peu superficielle de l'état d'esprit de la communauté. On serait tenté à la lecture de votre programme de penser et de considérer que la communauté algérienne en France serait sur le point de rentrer ou serait dans une exigence d'un programme de retour au pays. Et d'un autre côté, il y a une tendance fâcheuse peut-être à encourager une forme de communautarisme de la part de la même communauté. Donc c'est un petit peu les deux travers. Il ne me semble pas que l'attente de la communauté nationale ici, la communauté franco-algérienne, soit de se réinsérer dans la société d'origine. Et d'un autre côté, le communautarisme serait bien sûr une attitude qui la condamnerait à l'isolement et à l'improductivité, y compris par rapport au pays. On va le laisser répondre. Ou si vous avez des questions, parce qu'il faut qu'on avance. Très bien. Alors, permettez-moi, avant d'aller dans le détail du programme, de faire un constat. Le diagnostic qu'on pose au sein de Jil Jadid vis-à-vis de la communauté à l'étranger, il est le suivant. Il n'y a pas un seul modèle de communauté algérienne en France, enfin on parle de France parce que c'est le cas aujourd'hui, mais de manière générale à l'étranger. Il n'y a pas un seul modèle, il y en a plusieurs. Il ne vous a pas empêché que nos aînés qui sont venus dans les années 40, ou voire même un peu avant, ou un peu après dans l'après-guerre, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes besoins qu'une frange de société qui est venue pendant les années difficiles d'Algérie, la décennie noire, comme on l'appelle, qui n'ont pas forcément non plus les mêmes besoins que des jeunes qui sont venus à 25 ans ou 22 ans faire des études de spécialité et s'installer en France, qui n'ont pas non plus les mêmes besoins qu'une quatrième catégorie qui sont les deuxième ou troisième génération de nos aînés. Donc toute cette variété de la communauté fait que, une, les besoins ne sont pas les mêmes, et deux, l'offre que le politique doit leur apporter ne peut pas être uniforme. Donc voilà, avant d'aller dans le vif et dans le détail des propositions. Alors, il est clair que notre ambition, c'est de proposer à chaque Algérien, où qu'il soit, de toute frange de la société à laquelle il appartient, de
pouvoir, s'il le souhaite, contribuer à son pays et de se sentir algérien de plein droit. C'est ce qui explique peut-être l'interprétation que vous avez faite de certaines mesures de nationalistes. Ça va donc dans ce sens-là. Un Algérien qui est établi à l'étranger, qui souhaite entreprendre sur le volet économique, sur le volet culturel, sur le volet scientifique, il devrait pouvoir avoir devant lui un guichet ou une porte ouverte pour faciliter cette démarche-là. Donc, mais vous suggérez, à plusieurs reprises, vous suggérez une préférence à l'immigration. Cette préférence, elle devrait s'exprimer par rapport à qui? Ce qui veut dire qu'il faudrait donner des avantages aux immigrés qui voudraient revenir au pays. Elle doit être, cette préférence, vis-à-vis des nationaux qui sont au pays, vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis des deux? Alors, vis-à-vis des Algériens qui souhaitent, soit, prenons l'exemple des aînés qui sont dans des foyers de soins contrat ou ailleurs, qui souhaitent finir leur jour en Algérie. Ils ont un besoin tout à fait légitime et pourquoi ne pas les prendre en charge et les aider à un retour dans des conditions adéquates et dans le pays pour finir leur jour. D'autres personnes qui ont besoin ou qui ont envie de revenir après un parcours de leur vie de 10, 15, 20 ans, pourquoi ne pas leur favoriser les conditions de leur retour, soit du point de vue matériel, du point de vue environnement professionnel, etc. Donc c'est un retour qui est à la carte et qui devrait répondre aux besoins des Algériens qui veulent revenir. Alors juste une autre question, puisqu'on parle de retour, on ne peut pas ne pas vous poser la question des tarifs des billets. Alors tout le monde en parle, chaque année ça revient, mais finalement chaque année c'est les 400, 500, 600 euros Absolument. Payés par les Algériens. C'est un problème réel. Il ne faut pas le nier. Il est vrai qu'une famille avec 2 enfants, à 4 ou 5 personnes, envisager le départ estival en Algérie, ça relève d'un effort financier très important qui n'est pas loin de 2000 ou 2500 euros que pour le transport. Alors notre position par rapport à ça, il y a 2 volets pour résoudre ce problème. Je ne prétends pas avoir la solution en poche, mais il y a 2 créneaux ou 2 leviers. Le premier, il est économique, c'est-à-dire faire jouer la concurrence, mais de manière réelle et efficace. On a cru il y a 3-4 ans, quand d'autres compagnies ont investi le ciel et les vols sur l'Algérie, que peut-être que les choses s'amélioreraient, mais le constat est que ce n'est pas vrai. Donc il y a le volet économique en jouant la concurrence de manière efficace et pertinente. Le deuxième volet est un volet politique. Et là, je pense que les citoyens nous attendent parce qu'un politique, il doit aussi imposer aux opérateurs économiques une certaine orientation. Je m'explique. Comment peut-on comprendre, ou comment l'Algérien peut comprendre que Air Algérie, en l'occurrence, qui est la compagnie nationale à forte subvention et soutien de l'État, puisse opérer vers des pays africains, en l'occurrence, 4 ou 5 pays que je pourrais vous citer, notamment des pays du Sahel, à perte sèche, parce que des vols que j'ai moi-même pratiqués et que je connais très bien, des vols avec des Airbus ou des Boeing de 250 places partent avec 5, 6 ou 10 passagers. C'est une perte sèche. Alors, vous allez me dire, c'est une raison politique. Eh bien, comment expliquer qu'un État peut imposer ou peut décider des orientations politiques pour une compagnie aérienne vis-à-vis des pays qu'on doit aider, bien sûr, hein. On a une politique et stratégie régionale qui se défend, mais on ne comprendrait pas pourquoi, vers l'autre sens et vers la communauté algérienne en France, on n'ait pas une action politique là-dessus. Voilà. Très bien. Je ne vous cache pas que c'était l'un des griefs que j'avais. On peut donc résumer la chose par rapport à l'inadéquation de la flotte de l'Algérie par rapport à la demande qu'il y a sur ces lignes. Ça peut être l'un des leviers, l'une des solutions. De mettre en adéquation demande sur les lignes et les porteurs qui sont acquis par la compagnie nationale. Et puis la position du compagnie nationale qui n'est pas à la hauteur de la demande, effectivement. Alors, est-ce que vous auriez des petites questions là? Des petites questions. Des petites questions. On peut. Et avec des réponses vraiment brèves. Hein? Des réponses très brèves. Donc, c'est des brèves. questions qui sont, à mon sens, centrales pour la phase qui s'annonce.
Est-ce que vous seriez pour un processus de transition qui aboutisse à une forme de constituante? On serait favorable dans la mesure où derrière il y a un changement de dispositif de gouvernance, c'est-à-dire qu'on est absolument contre un régime strictement présidentiel tout puissant, mais plutôt vers un équilibre des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Deuxième. Vous avez conscience Et réel. Et vous avez conscience qu'une formule comme ça est alternative aux élections actuelles? Je vous dis, on s'inscrit sur la durée. Si cette assemblée va durer 1 an ou 2 ans, le temps de la transition, pas de problème, elle est la bienvenue, pourvu que l'Algérie puisse s'inscrire enfin vers la durée. D'accord. Est-ce que vous êtes pour la séparation du politique et du religieux? Absolument. 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 Pour nous, la question, et j'allais dire simple ou claire du moins, c'est que la religion, c'est du ressort de l'individu. Voilà. Ok. Vous vous êtes prononcé pour la parité au niveau politique pour les hommes et les femmes. Est-ce que vous êtes pour l'élaboration du Code de la famille? On sera effectivement pour l'abolition de toute loi ou tout article qui dérogerait à l'égalité entre les Algériens et les Algériennes. Donc en l'occurrence celui que vous étiez aussi. D'accord. Est-ce que vous seriez favorable à une forme de régionalisation de l'État? Si c'est la régionalisation dans le sens d'exclusion, la réponse est non. Par contre, on serait favorable, et dans notre programme national, que vous n'avez pas sur les propositions qui sont strictement pour la communauté à l'étranger, mais le programme de Djil Jadid au niveau national, il favorise la décentralisation des décisions et une certaine marge de manœuvre au niveau régional, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Est-ce que, selon vous, il y a un besoin d'établir la vérité sur les années du terrorisme et sur les dépassements qui ont pu accompagner la lutte antiterroriste? Écoutez, je ne l'ai pas dit au préambule, mais Djil Jadid a un socle qui est clair, qui est l'état de droit. Donc il va de soi que la recherche de la vérité doit se faire. Et un état de droit ne peut se construire que si on a mis de côté toutes les zones de turbulence et le flou qui a régné. Voilà. D'accord. Est-ce que vous considérez que le sigle FLN fait partie du patrimoine national et la propriété de tous les Algériens? On le dit dans notre déclaration, on reconnaît le FLN, on reconnaît le mérite et la légitimité du FLN qui a libéré le pays il y a 50 ans, qui a très bien fait son travail, mais on ne reconnaît plus le FLN qui est devenu un dispositif d'État qui a conduit l'Algérie au bout de 50 ans à ne plus avoir d'État. Pensez-vous qu'il faille récupérer les biens publics qui ont été accaparés par les partis États? Écoutez, encore une fois, un État de droit se doit de faire la part des choses entre ce qui a été acquis, mal acquis, etc. Mais je pense, et je suis intimement convaincu, que les Algériens regardent aussi devant. On a suffisamment noyé les faux problèmes, les vrais problèmes avec... Vous me permettrez de dire qu'au début, vous avez dit qu'il y a inégalité de chance dans la course législative. Elle vient aussi du fait que certains disposent de moyens qui sont des moyens de la collectivité nationale. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et je vais apporter de l'eau à votre moulin. On a aussi appris que certains consulats étaient en discussion ou seraient prêts du moins à affréter des cars sur les deniers publics, c'est-à-dire financés par l'argent de l'État, pour des candidats ou des candidatures avec des partis habitués, on va dire. C'est bon. Il y a une dernière. Il y a des voix qui parlent de l'amnistie générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit se trancher avec sérénité et non pas dans la tourmente. Si le droit doit passer, il passera. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fattah Bendali, je rappelle que vous êtes candidat de Djil Jadid, zone 1, France Nord. Et on donne rendez-vous à nos électeurs du 8 au 10 pour faire le bon choix et on compte sur leur lucidité. Merci à vous, merci. Mohamed, merci.
الميرثي يكون ودي قم يبناو تصحوا فرق لا نعطل شيء من بعد يبدل باغليس Oh